L'Union africaine protège-t-elle vraiment l'Afrique, ou ses financeurs étrangers? Cette question dérange, mais elle est au cœur de la crise actuelle. Pourquoi une institution conçue pour défendre l'unité, la dignité et la souveraineté africaine choisit-elle d'isoler les nations qui osent s'opposer à la domination extérieure? Récemment, l'Union africaine a suspendu le Burkina Faso et l'ensemble de l'Alliance du Sahel sans aucune explication publique, sans débat, dans un silence assourdissant. Les lettres envoyées par les dirigeants du Sahel sont restées ignorées. Leurs voix, réclamant dialogue et clarté, n'ont reçu que l'indifférence. Pourtant, ce sont justement ces nations, Burkina Faso, Mali, Niger, qui, en s'alliant et en affirmant leur souveraineté, remettent en question la mainmise des anciens colonisateurs sur les ressources et sur les décisions du continent. Les leaders du Sahel, comme le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Goïta et le général Tiani, dénoncent ce qu'ils vivent comme une mise à l'écart injuste et incompréhensible, orchestrée par une organisation censée défendre leurs intérêts. Le silence de l'Union africaine face à ces suspensions interroge. Pourquoi tourner le dos à ceux qui veulent libérer l'Afrique? Les populations du Sahel se sentent trahies et se demandent si l'UA est encore l'expression de la volonté africaine ou un simple relais des intérêts occidentaux. Ce n'est pas qu'une question d'orgueil. Si ce statu quo persiste, l'Afrique risque de perdre toute autonomie, politiquement, économiquement et diplomatiquement. L'avenir du continent, sa capacité à rompre avec la dépendance, se joue maintenant. Mais alors, comment en est-on arrivé à une telle crise de confiance entre l'Union africaine et les nations du Sahel? Que s'est-il passé en coulisses pour que le projet panafricain se transforme en instrument d'isolement? Plongeons ensemble dans l'histoire récente et les décisions qui ont mené à ce divorce spectaculaire entre l'UA et le Sahel. Saviez-vous que le siège prestigieux de l'Union africaine à Addis Abeba n'a même pas été construit par des Africains? C'est la Chine qui l'a offert, pour plus de 200 millions de dollars. L'Allemagne, elle aussi, a financé d'autres bâtiments essentiels, à hauteur de 30 millions d'euros. Mais au-delà des infrastructures, c'est tout le fonctionnement de l'Union africaine qui dépend aujourd'hui du financement extérieur. Chaque année, plus de la moitié du budget de l'organisation provient des pays occidentaux. Cette situation va perdurer au moins jusqu'en 2025. À l'origine, l'Union africaine a été fondée pour unir, protéger et donner une voix forte au continent, après des décennies de domination et de pillage colonial. Mais lorsque les ressources vitales, les salaires des fonctionnaires et même les murs de l'organisation sont payés par d'autres, qui décide vraiment? La dépendance budgétaire de l'Union africaine n'est pas qu'une simple question de gestion. Elle implique une influence directe, presque invisible, sur les choix politiques, les prises de position et même les suspensions qui frappent certains États. Au final, qui paie, commande. Le risque est immense, perdre l'indépendance décisionnelle et voir l'Union africaine défendre davantage les intérêts de ses bailleurs occidentaux que ceux des peuples africains. Une voix censée porter l'Afrique, qui pourrait n'être qu'un écho des puissances étrangères. Mais alors, que se passe-t-il concrètement pour les nations du Sahel qui refusent cette dépendance et cherchent à tracer une nouvelle voie? Regardons de plus près comment le Burkina Faso et ses alliés du Sahel défient ce modèle, et pourquoi leur rupture avec l'Union africaine bouleverse tout l'équilibre régional. Pourquoi le Sahel, symbole de résistance, est-il soudainement vu comme un paria au sein de l'Union africaine? Cette question hante les esprits depuis la suspension brutale du Burkina Faso et de toute l'Alliance du Sahel, sans explication, ni dialogue, ni même la moindre justification officielle de la part de l'UA. Un geste qui a surpris, choqué, et surtout laissé ces nations dans une totale incompréhension, comme si elles ne faisaient plus partie du continent africain. De leur côté, les leaders du Sahel, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta, ont fermement refusé de se plier aux injonctions venues d'Occident. Leur crime? Avoir osé remettre en cause le statu quo, vouloir arracher leur souveraineté et refuser que leurs ressources soient pillées par des intérêts étrangers. Face à la suspension, ils n'ont reçu ni explication, ni signe d'ouverture. Seulement le silence et le rejet. Cette attitude alimente une accusation de plus en plus partagée.
L'Union africaine ne serait plus qu'une marionnette entre les mains de l'Occident, instrumentalisée par ceux qui financent ses somptueux sièges et surtout son budget annuel. Comment défendre l'Afrique si l'on dépend à ce point de ceux qui, hier comme aujourd'hui, exploitent ses richesses? En laissant faire, l'UA aurait, selon certains observateurs, permis aux puissances occidentales de garder la main sur l'avenir du Sahel, et donc sur le destin de millions d'Africains. Pire encore, elle aurait facilité la pression, voire la menace, sur les dirigeants qui osent dire non à la domination étrangère. Lorsque la CEDEAO a imposé des sanctions, l'UA s'est murée dans le silence. Lorsque des menaces ouvertes d'intervention occidentale ont fusé, l'UA n'a pas réagi. Aucun appel à l'apaisement, aucun effort de médiation. Rien, sinon l'isolement de ses propres membres les plus courageux. Ce conflit ouvert révèle une fracture profonde. D'un côté, des institutions panafricaines soupçonnées de défendre davantage leurs bailleurs que les intérêts du continent. De l'autre, un Sahel qui entend incarner une nouvelle voie vers l'indépendance et la dignité africaine. Mais ce bras de fer va bien au-delà du simple symbole. Plus la division grandit, plus le risque de voir le continent s'enfoncer dans la méfiance, la désunion, voire la confrontation armée par procuration, devient réel. La confiance envers l'Union africaine s'effrite, nourrissant une colère populaire qui pourrait tout emporter sur son passage. Qu'adviendra-t-il si cette fracture s'approfondit? L'Afrique, déjà fragilisée par tant de défis, peut-elle survivre à une telle cassure interne? Dans un tel contexte, qui portera encore la voix de l'Afrique et quelles alternatives émergent face à l'effritement des institutions officielles? Et si le salut venait d'ailleurs que de l'Occident ou de l'Union africaine? Face à la marginalisation et à la trahison de leurs propres institutions, les peuples du Sahel font un choix radical. Tourner le dos à l'Occident, mais aussi à une Union africaine jugée complice, et se jeter dans les bras de nouveaux alliés. Une véritable révolution géopolitique est en marche. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment une alliance inédite, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Le premier acte de rupture est symbolique et puissant. Le retrait de l'Alliance du Sahel de la Cour pénale internationale. Ce geste marque la volonté de s'émanciper des normes imposées par l'Occident et d'échapper à une justice souvent instrumentalisée pour punir les dirigeants africains non alignés. Désormais, c'est vers la Russie et la Chine que se tournent les regards. Moscou propose une coopération directe, sécurité, formation militaire, armement moderne et conseils stratégiques, sans les conditions humiliantes du passé. Les formateurs russes remplacent peu à peu les instructeurs occidentaux et les premiers convois d'équipements militaires arrivent dans le Sahel. Cette aide, jugée pragmatique, répond à une urgence: reprendre le contrôle du territoire et repousser les groupes armés. La Chine, quant à elle, investit massivement dans l'économie locale. Routes, hôpitaux, écoles, réseaux électriques. Les chantiers se multiplient. Mais Pékin va plus loin. Bourses universitaires, partenariats pour l'éducation, projets agricoles et cliniques mobiles. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir d'un développement autonome renaît dans la région. Mais l'Occident ne renonce pas. Par la diplomatie, l'économie et surtout la force, il tente de garder la main. Les bases militaires étrangères encerclent le Sahel, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Tchad. Les pressions et menaces se multiplient. Derrière les discours sur la stabilité, c'est bien la peur de perdre le contrôle des ressources précieuses du Sahel qui domine. Dans cette configuration explosive, le risque d'une guerre par procuration plane. Les grandes puissances pourraient transformer la région en un champ de bataille caché, opposant des Africains manipulés contre d'autres Africains, pendant que les intérêts étrangers tiraient les ficelles dans l'ombre. C'est le piège qui menace. L'histoire peut-elle se répéter? Ou le Sahel saura-t-il imposer une nouvelle règle du jeu? Pour l'instant, la population du Sahel ne doute pas. Dans les capitales et les villages, les foules se lèvent pour soutenir leur leader. Le discours de la souveraineté, longtemps vidé de sens, retrouve une force inattendue. Le peuple exige enfin la maîtrise de ses ressources, de ses frontières et de sa destinée. La fierté d'être africain ne passe plus par les symboles, mais par l'action concrète et l'unité retrouvée. L'Afrique joue ici son avenir.
Soit elle parvient à imposer un nouveau modèle, souverain et autonome, soit elle retombe dans le chaos et la division orchestrée de l'extérieur. Tout peut encore basculer. Mais alors, comment les peuples africains peuvent-ils profiter de cette situation explosive sans en payer le prix fort? Quels choix s'offrent à eux pour éviter une nouvelle tragédie continentale? Que peut apprendre chaque Africain de la lutte du Sahel aujourd'hui? Cette question est cruciale, car l'enjeu dépasse les frontières du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Il s'agit du destin de tout un continent. Première leçon. L'indépendance n'est pas un slogan, mais une réalité à conquérir. Elle commence par la maîtrise de ses ressources naturelles et de ses alliances. Les nations du Sahel montrent qu'il est possible de dire non aux pressions extérieures et de rechercher de nouveaux partenaires, comme la Russie et la Chine, pour défendre leurs intérêts. Deuxième leçon. Il faut apprendre à distinguer les institutions qui servent véritablement le peuple de celles qui se contentent d'obéir à d'autres intérêts. Quand une organisation africaine dépend à plus de 2/3 de financements venus d'Europe ou d'Amérique du Nord, comment peut-elle défendre les intérêts africains sans contradiction? Troisièmement, la transparence est indispensable. Les citoyens doivent exiger de savoir comment leurs institutions sont financées, qui décide et au nom de qui. Sans transparence, les manipulations continuent dans l'ombre et le peuple reste otage des décisions prises loin de ses besoins. Mais il y a une force plus puissante encore, un peuple informé et mobilisé. L'histoire récente du Sahel prouve que la volonté populaire, quand elle s'exprime sans peur, peut faire reculer les puissances les plus enracinées. Chaque Africain doit se saisir de cette responsabilité, s'informer, s'organiser et défendre ses droits sans attendre un sauveur venu d'en haut. Enfin, il est temps de repenser la coopération internationale. L'avenir ne peut plus reposer sur l'aide conditionnée ou la dépendance économique. Il s'agit de bâtir de vrais partenariats, où l'Afrique n'est plus un simple marché ou un fournisseur de matières premières, mais un acteur respecté et stratégique. Les exemples du Sahel et des collaborations avec la Russie ou la Chine prouvent qu'il existe des alternatives aux vieux schémas occidentaux. Là où la solidarité et le courage s'expriment, de nouveaux modèles émergent pour défendre la souveraineté et l'espoir africain. Mais attention, le risque est immense. Si ce tournant historique est manqué, le continent pourrait replonger dans une nouvelle forme de domination, plus subtile, mais tout aussi destructrice. À l'inverse, saisir cette opportunité, c'est ouvrir la voie à une renaissance fondée sur l'audace, la lucidité et l'engagement collectif. Reste à savoir, concrètement, que peut faire chaque citoyen, chaque communauté, pour transformer ses idées en action. Découvrons ensemble les initiatives et les chemins possibles vers cette nouvelle Afrique. Le choix appartient désormais aux peuples africains. L'histoire est à un tournant, et rester spectateur, c'est accepter la servitude imposée par d'autres. Agir, c'est reprendre le fil de son destin et écrire une nouvelle page pour l'Afrique, loin des injonctions étrangères. L'Union africaine, présentée comme le bouclier du continent, a révélé ses faiblesses et ses allégeances. En suspendant le Burkina Faso et l'Alliance du Sahel, elle prouve sa déconnexion d'avec le peuple et sa fidélité à ceux qui financent ses murs et ses budgets. Cette trahison silencieuse n'est pas une fatalité. Il existe une autre voie, tracée par les nations du Sahel, qui osent défier la dépendance. Ce n'est plus aux institutions, mais au peuple, de décider de leur avenir. Fermer les yeux, c'est ouvrir la porte à une nouvelle domination par procuration. Mais se lever, s'informer, s'unir et exiger des comptes, c'est ouvrir l'horizon d'une vraie indépendance, celle qui arrache la souveraineté au lobby et la remet entre les mains de ceux qui vivent, travaillent et rêvent sur cette terre. L'heure n'est plus à la résignation. L'histoire retient les peuples qui s'affirment, pas ceux qui cèdent. Les richesses, l'honneur et la mémoire de l'Afrique ne se défendront pas seuls. Chacun a désormais le choix, rester soumis ou bâtir. La renaissance ne viendra ni des palais froids d'Addis Abeba, ni des ordres venus d'ailleurs, mais du courage de ceux qui refusent la soumission. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un peuple éveillé. L'Afrique s'écrit aujourd'hui. Et si la vraie unité, loin des institutions compromises, venait enfin des nations